profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Nous avons inventé un fantôme, et maintenant, il nous tue. Ce qui suit est mon meilleur souvenir de ce que Quentin m'a dit cette nuit-là. Je tiens à préciser avant de commencer que je ne me souviens de rien de plus ou de différent de ce que je lui ai dit ou de ce que j'ai expliqué précédemment. Et ce n'est pas comme si j'avais eu un énorme trou de mémoire entre l'âge de 10 et 15 ou 20 ans. J'ai des souvenirs, beaucoup de souvenirs, à la fois de mon séjour à Stonebrook et de ce qui s'en est suivi. C'est juste que maintenant, je crois qu'il me manque beaucoup de choses et qu'au moins quelques-unes des choses dont je me souviens ne se sont jamais produites. C'est la meilleure et seule explication que j'ai à ma relative ignorance de notre passé collectif. Cela me fait peur, au moins en partie parce que je sais maintenant que j'ai eu une ou plusieurs conversations avec le reste des 6, enfin de mes amis, sur le fait que je ne me souvenais pas du tout de certaines choses ou que je ne m'en souvenais pas correctement. C'était avant qu'il ne réalise à quel point mon blocage était profond et qu'il renonce à essayer, par frustration et par crainte, que me forcer à me souvenir ne me fasse du mal. Ainsi, non seulement je ne me souviens pas des événements eux-mêmes, mais je ne me souviens pas non plus qu'ils aient essayé de me les rappeler. J'ai l'impression que mes trous de mémoire vont au-delà d'un choc ou d'un traumatisme. C'est plutôt comme si quelqu'un ou quelque chose avait intentionnellement bousillé ma tête. Même aujourd'hui, en repensant à ce que je m'apprête à relayer dans cette narration, je ne m'en souviens pas vraiment. Du moins, pas bien. C'est comme si j'avais vu un film sur une partie de ma vie et que j'avais maintenant du mal à distinguer ce dont je me souviens réellement de ma vie et ce dont je me souviens simplement du film. Quand j'aurai fini de vous parler, j'appellerai mon ami pour voir s'il va bien. Encore une fois, voici mon meilleur souvenir de l'une des dernières fois où j'ai pu parler à l'un de mes meilleurs amis, Quentin. Laissez-moi vous retranscrire exactement ce que Quentin m'a dit au mot près. « Alex, je sais que tu dis que tu ne sais pas de quoi nous parlons, et je te crois. Nous te croyons. Mais des choses comme ta mention des 6 de Stonebrook, ta réaction quand j'ai mentionné le professeur, je pense que tu as toujours ces souvenirs quelque part et que tu les as juste bloqués d'une manière ou d'une autre. Ou peut-être qu'on te les cache. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il serait bon pour toi, pour nous tous, que nous t'expliquions un peu et que nous voyions si tu t'en souviendras cette fois-ci. Nous verrons si tu es prêt. Comme tu le sais, nous avons tous été transférés de l'école élémentaire Jackson au collège Stonebrook au début du CM2. Le bâtiment était bizarre et un peu sinistre, et nous avons surtout traîné les uns avec les autres. Entre les cours, nous nous retrouvions d'abord près du grand chêne qui se trouvait au bord du parking de dépose des bus. Mais plus tard, nous avons commencé à tomber sur des enfants plus âgés qui étaient furieux que nous envahissions leur coin secret pour fumer derrière l'arbre. Nous avons cherché un autre lieu de rendez-vous pendant quelques semaines, mais Thomas et Charlotte nous ont trouvé un moyen d'entrer dans les salles du bas. Tu as l'air un peu perdu, alors laisse-moi t'expliquer. Les couloirs de l'école s'entrecroisent, les 4 couloirs verticaux étant utilisés par les collégiens, ainsi que les salles de classe spéciales pour la musique et les clubs par exemple. Les couloirs horizontaux étaient utilisés pour les lycéens et abritaient les bureaux de l'administration et la salle des professeurs. Mais comme nous l'avons découvert au fil du temps, chacun de ces halls avait un étage inférieur qui n'était pas relié aux autres comme les étages supérieurs. Chaque étage disposait ainsi donc de son propre sous-sol, et bien que les salles aient été utilisées pour les cours à un moment donné dans le passé du bâtiment, à notre arrivée, elles servaient principalement de lieu de stockage, ou de lieu de rencontre secret si tu pouvais trouver une porte déverrouillée. La porte du sous-sol de la salle de classe de 6e ne fermait pas à clé, et dès le mois d'octobre, nous y traînions déjà régulièrement. Ce n'était pas si terrible que ça. Il y avait de l'électricité, et l'endroit était étonnamment propre, même s'il y avait un certain air de décomposition et de désuétude qui flottait toujours dans l'air vicié. C'était un endroit sinistre, et les quelques fois où j'étais le premier à arriver,
Je devais lutter contre l'envie de remonter jusqu'à l'un d'entre vous n'arrive. Je pense que c'est peut-être ce qui nous a fait parler des fantômes. J'ai expliqué à Quentin, qui me racontait ça, que je me souviens avoir rêvé en classe qu'il y avait un fantôme à l'école. J'étais seul et je m'ennuyais et je crois que j'en ai parlé à tout le monde. Quentin fronça les sourcils, jetant un coup d'œil à Karim et Thomas. Il m'a dit que c'était peut-être vrai, mais quoi qu'il en soit, peu importe qui en a parlé en premier. Nous en parlions tous et nous avons tous participé à ce qui s'est passé ensuite, m'a-t-il dit. Voici ce que Quentin m'a raconté de son point de vue, en essayant de m'expliquer avec le plus de détails possible. Au début, nous échangions des rumeurs et des spéculations sur l'école pour passer le temps pendant les pauses ou le déjeuner. À vrai dire, la plupart de ces rumeurs étaient assez banales. Il semblerait que l'endroit ait été un collège à un moment donné, mais rien de grave ne s'y est jamais produit à notre connaissance. Pas de meurtre macabre ou de rituel sombre, pas de fous ni de monstres. Bien sûr, ce fait banal ne nous satisfaisait pas longtemps. Nous parlions de l'école comme d'un lieu effrayant. Nous disions que nous avions peut-être vu ou entendu quelque chose une fois. Il y avait des débats passionnés sur le fait qu'un endroit aussi vieux et effrayant devait être hanté par au moins un fantôme, malgré l'absence de preuves à l'appui. Puis nous nous sommes mis à parler de ce à quoi ressemblerait un tel fantôme. C'est Charlotte qui a eu l'idée qu'il s'agissait probablement de l'âme d'un ancien professeur d'université. Le professeur, a-t-elle suggéré, était probablement tombé amoureux de l'une de ses étudiantes. Et lorsque ses avances avaient été rejetées, il se serait suicidé à l'école. Peut-être dans la salle même où nous étions assis, blottis, entre la 4e et la 5e heure de cours. Ce n'était qu'une histoire, bien sûr, et nous le savions tous, mais les histoires ont un pouvoir. Il en va de même pour les croyances. J'ai beaucoup réfléchi à ce sujet ces derniers jours, et je pense que les histoires sont des choses vivantes. Qu'on la raconte ou qu'on l'entende, on la nourrit d'émotions et de pensées, d'imagination et de croyances, et elle évolue et grandit. Avec le temps, une histoire peut prendre une vie propre. Au cours des semaines suivantes, nous avons beaucoup enrichi le professeur. C'est devenu une sorte de concours d'histoire informelle, dans lequel nous nous relayons pour créer des histoires qui plongent dans le passé du fantôme ou de l'école, ou qui apportent des indices plus récents de la présence continue du professeur à l'école. Thomas a été le premier. Voici le récit de Thomas. Thomas nous a raconté plus en détail comment, selon lui, le professeur a été vu rôdant dans les couloirs du collège dans les mois qui ont suivi sa mort. La jeune fille dont il était amoureux avait abandonné ses études après son suicide, mais était revenue le trimestre suivant. D'ailleurs, elle était l'une des rares femmes de l'école à l'époque, et cette situation, combinée à son absence antérieure, l'a poussée à redoubler d'efforts pour rattraper et surpasser ses pairs. Un soir, alors qu'elle s'apprête à quitter la bibliothèque de l'école, elle s'aperçoit qu'elle est enfermée et qu'elle est seule. Enfin, sauf le professeur. Le lendemain matin, on la retrouva meurtrie et ensanglantée, dans un état second. Elle n'est jamais retournée à l'école et on dit qu'elle est morte quelques semaines plus tard d'une maladie inconnue. Voilà, ça c'était l'histoire de Thomas. Maintenant, laissez-moi vous raconter l'histoire de Karim. Karim ajouta que le bâtiment avait été construit sur les terres tribales des Arikara, une tribu amérindienne qui vivait autrefois dans la région, ou pour être plus précis, ajouta-t-il avec un flair dramatique, une ramification bannie des Arikara qui avait été mise au ban de la tribu pour son extrême cruauté et ses pratiques de magie noire. Ils avaient utilisé l'endroit comme site pour leur rituel noir. Et lorsqu'ils ont été chassés de la terre, les immigrants européens se sont retrouvés attirés par l'endroit. Un village s'est développé à cet endroit au début des années 1800, devenant un centre commercial prospère pour les premiers fermiers et les marchands éloignés pendant près de 50 ans. Puis, au plus fort de la guerre de sécession, un petit groupe de voyageurs est arrivé en ville et a découvert que tous les hommes, femmes et enfants avaient été massacrés. Les premières réactions furent de blâmer un détachement de soldats confédérés ou de l'Union, mais un examen plus approfondi montra que les habitants de la ville semblaient s'être retournés les uns contre les autres jusqu'à ce que la dernière personne meure de ses blessures qu'elle s'était infligées elle-même.
Il fallut attendre 30 ans pour que quelqu'un ose à nouveau construire dans la région. Mais les gens ont la mémoire courte lorsqu'il y a de l'argent à gagner. Et en 1900, la ville actuelle avait commencé à se développer dans cette direction et l'école fut bientôt construite. Certains affirment que les mêmes forces obscures qui ont tourmenté les générations précédentes ont poussé le professeur à se suicider et qu'il pourrait encore rôder dans ces couloirs aujourd'hui. Voici maintenant l'histoire de Quentin. Voici ce qu'il a rajouté à propos du professeur et de l'école. Lorsqu'ils ont acheté le collège fermé et ont commencé à le rénover pour en faire un collège et un lycée combinés, ils ont trouvé tous ces couloirs bizarres à l'étage inférieur, ceux qui sont déconnectés entre eux mais connectés à l'étage supérieur. Apparemment, ils avaient été utilisés pour des cours à un moment donné, à l'exception de celui dans lequel nous nous réunissions. Ce dernier était un laboratoire que l'université avait mis de côté pour que les professeurs puissent l'utiliser, mais seuls 2 d'entre eux l'ont fait. L'un d'entre eux s'appelait Arthur Chester, un chimiste connu pour son dévouement obsessionnel à ses recherches et son mode de vie isolé. Lorsque l'école a fermé ses portes, tout a été très chaotique, mais ils ont essayé de s'assurer que tout le monde était sorti avant de tout sceller. Ils sont allés dans chaque pièce souterraine, appelant les gens et vérifiant qu'il n'y avait pas de signe que quelqu'un avait laissé derrière. Mais Arthur avait pris l'habitude de tester ses composés sur lui-même et s'était évanoui dans un coin sombre d'une arrière-salle. Il n'a jamais bougé et ils l'ont enfermé sans se douter de rien. Lorsqu'il s'est réveillé, il a fallu attendre 2 jours avant qu'il ne sache qu'il ne pouvait pas partir. Et la théorie veut qu'il se soit asphyxié avec les gaz d'une concoction destinée à faire sauter la porte de ses gonds. Tout ce que l'on sait avec certitude, c'est que son visage et ses mains étaient déchirés et brisés par les coups frénétiques qu'il a portés contre la lourde porte métallique jusqu'à ce que ses poumons ou son cœur finissent par lâcher. Voici maintenant l'histoire de Charlotte, voici ce qu'elle a rajouté au récit. Il y a quelques années, avant que nous ne soyons à Stonebrook, l'un des étudiants de première année a vu que quelque chose bougeait dans les bois près de l'école. Il a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un cerf et l'a montré à un ami, mais celui-ci n'a rien vu. Intrigué et désireux de prouver à son ami qu'il a tort, il tente de convaincre leur compagnon de les accompagner à l'orée du bois, mais celui-ci refuse. Déterminés, ils partent seuls tandis que leur ami se rend en classe en hurlant que le professeur va les écorcher vifs pour avoir manqué le cours. Lorsque l'élève de première année ne rentre pas à la maison ce soir-là, tout le monde se met à sa recherche. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il se concentre sur son ami et sur ce qu'il aurait pu voir. Cela les a conduits dans les bois. Et bien qu'ils aient emmené 10 personnes et une paire de chiens pour la chercher, cela n'a jamais été nécessaire. Ils l'ont trouvé suspendu à 30 mètres de haut dans les branches d'un immense arbre, non loin du sentier principal qui traverse les bois. Sa peau avait été écorchée et s'étalait comme des ailes en lambeaux derrière elle, et sa bouche, sans lèvres, était maintenue ouverte parce qu'ils ont d'abord pris pour l'un de ses propres cahiers. Mais en y regardant de plus près, ils virent qu'il s'agissait en fait d'un vieux cahier bleu d'essai. Sur la couverture intérieure était écrit le nom de la fille que le professeur avait aimée. Quentin a continué son explication et voici ce qu'il m'a dit. Ces histoires ont été racontées et répétées pendant plusieurs semaines, et chaque fois que ton tour arrivait, Alex, tu passais ton tour, disant que tu travaillais encore sur ton histoire. Nous ne t'avons pas poussé, mais nous commencions à en avoir assez de ressasser toujours les mêmes histoires, et pour une raison ou une autre, nous ne pensions pas pouvoir passer à de nouvelles histoires ou à quelque chose d'autre tant que tu n'avais pas terminé. Nous avons donc commencé à raconter nos histoires à d'autres. Je pense que nous le faisions tout seuls au début. Je me souviens que la première fois que j'en ai parlé à l'un d'entre vous, que j'ai raconté l'histoire du professeur à quelques copains du cours de gym, j'ai été surpris de constater que vous aviez déjà fait tous la même chose. Ce genre de choses n'est pas rare, bien sûr. Chaque école, chaque ville, ou chaque groupe de plus de 5 personnes a ses rumeurs et ses superstitions. La plupart du temps, elles font parler d'elles puis disparaissent. Certaines perdurent assez longtemps pour devenir des légendes urbaines ou des contes populaires. Mais lorsque nous avons commencé à parler du professeur,
la rumeur s'est répandue plus rapidement et plus puissamment que nous l'avions prévu. Cela s'explique en partie par le fait que nous disions tous les choses comme si elles étaient vraies. Nous avions pris l'habitude de raconter les histoires des autres entre nous, et nous avions donc l'habitude de raconter les détails des histoires sans trébucher, ni manquer d'assurance. De plus, même si nous étions connus pour être amis, nous le disions tous à des personnes différentes qui le transmettaient ensuite à d'autres. En l'espace d'un mois, nos versions des histoires du professeur avaient été racontées probablement 50 fois. Et c'est sans compter sur les versions modifiées, les spin-offs, les rip-offs, et les nouvelles histoires que d'autres personnes créaient sous l'effet d'une étrange pulsion, qu'il s'agisse d'une simple envie de faire partie de la tendance actuelle ou de quelque chose de plus sombre qui les poussait à le faire. À Noël, les gens se disaient « Attention au professeur » et « N'allez pas dans les bois tout seul pendant les vacances ». Nous trouvions cela hilarant et étions plus que fiers d'avoir créé par inadvertance un esprit d'école à travers nos légendes urbaines, au moins pour un temps. Nous avions pensé que l'ambiance retomberait à la rentrée de janvier, mais tout ça, c'était avant que Jenna Hastings ne disparaisse.